Lisiane a 54 ans. C'est une jolie femme, mince, brune, les cheveux mi-longs. Une sportive qui aime la zumba, la gym. Une femme courageuse, battante, une aventurière. Lisiane habite sur l'île d'Oléron, à la Cotinière, une commune de 1000 habitants, connue pour son port de pêche. L'île d'Oléron et ses plages à perte de vue, ses forêts, ses grands espaces. Lisiane y vit depuis une vingtaine d'années. D'abord restauratrice, elle travaille au moment des faits dans une boulangerie. Sur le plan personnel, Lisiane vit seule, divorcée. Elle peut compter sur une famille soudée, sur ses 2 grands garçons, sur ses parents, sur son frère et sa sœur, et même sur son ex-compagnon. En octobre 2015, elle attend avec impatience un grand événement, la naissance de sa première petite fille. Son fils, Jordan, va même s'installer chez elle, avec sa compagne et le bébé. Mais Lisiane n'a jamais vécu ces moments de bonheur. Elle ne connaît pas sa petite fille. Le 13 octobre 2015, Lisiane disparaît. Malgré d'intenses recherches, elle reste introuvable. Pourtant, un homme, Guilain, son compagnon de l'époque, 63 ans, est très vite arrêté et mis en examen. Jugé en octobre 2018, il est condamné à 30 ans de prison pour meurtre. Ce crime, il ne l'a jamais reconnu. Toutefois, la famille de Lisiane n'a aucun doute sur sa culpabilité. Lors du procès, les proches lui ont tous posé la même question. Où est Lisiane ? Où est son corps ? Mais Guilain n'a jamais rien dit, laissant toute une famille dans une situation douloureuse, celle de devoir faire le deuil de Lisiane sans pouvoir se recueillir sur sa tombe. Aujourd'hui, ils vivent avec ce mystère et avec un manque immense. Vous écoutez Homicide et je vais vous raconter l'histoire de la disparition tragique de Lisiane. Mardi 13 octobre 2015, 7h du matin. À la boulangerie de Saint-Georges-d'Oléron, Lisiane est en retard. Ce n'est pas dans ses habitudes. D'ordinaire, Lisiane est ponctuelle. En cas d'empêchement, elle aurait appelé son patron, Dominique. Inquiet, le boulanger l'appelle. Il tombe sur sa messagerie. Alors, il se rend tout de suite chez elle. Quelques minutes plus tard, il arrive devant la maison de Lisiane. Premier élément, il constate que sa voiture est stationnée devant le garage. Il s'approche. La porte d'entrée n'est pas fermée à clé. Il appelle Lisiane, fait un tour rapide à l'intérieur. Pas de réponse. Lisiane n'est visiblement pas chez elle. Dominique, le boulanger, a un mauvais pressentiment. Il alerte aussitôt l'ex-mari de Lisiane, mais aussi les gendarmes de Saint-Pierre-d'Oléron. Pourquoi s'inquiète-t-il à ce point ? Lisiane est une adulte qui a pu partir n'importe où, sans prévenir personne. Mais partir de l'île sans sa voiture, c'est étrange. Et surtout, cela ne colle pas avec la personnalité de Lisiane, avec sa vie à ce moment précis. Et puis ce n'est pas tout. Son employeur a une bonne raison de s'inquiéter. Il a vu Lisiane 2 jours plus tôt. Ils ont bu un verre ensemble. Ils discutent et Lisiane lui fait une confidence. Elle lui raconte qu'elle a rompu avec Guilain, son compagnon, mais elle lui dit qu'il le prend mal et ne cesse de l'appeler. Le dimanche 11 octobre 2015, à 14h15, c'est la dernière fois que le boulanger voit Lisiane. Et dans quelques minutes, Lisiane va disparaître.
Cet après-midi-là, Lysiane est bien rentrée chez elle. Elle a un impératif. Elle doit faire l'état des lieux avec ses locataires. Leur témoignage est d'ailleurs intéressant. Ils expliquent avoir vu un homme se présenter chez Lysiane. Cet homme, c'est Guilain. Alors logiquement, Guilain est entendu comme témoin dès le début de l'enquête, le mardi 13 octobre 2015. Guilain a 63 ans. Il est grand, costaud, les cheveux blancs, presque rasés. Il habite dans un mobil-home sur l'île, installé sur un terrain entouré de champs, à quelques kilomètres de chez Lysiane. Durant le week-end, il a vu Lysiane. Ils sont allés ensemble au casino de Royan le samedi après-midi. Guilain déclare avoir ensuite passé la nuit chez elle. Puis il est parti tôt le dimanche matin, quand Lysiane partait travailler, puis il est revenu la voir dans l'après-midi. Guilain dit être parti quasiment aussitôt de chez Lysiane vers 15h le dimanche. Ensuite, il a essayé de l'appeler. Il est repassé devant sa maison, mais il ne l'a pas revue. Le mardi 13 octobre, il revient devant la maison de Lysiane. Et sa relation avec Lysiane, qu'en dit-il ? Leur relation a débuté au mois de juillet, 3 mois plus tôt. Ils se sont rencontrés sur un marché. Lui avait son stand de livres, Lysiane vendait du pain. Depuis quelques années, Guilain est bouquiniste, c'est sa passion. Il aime aussi la chasse et jouer aux cartes. Guilain est formel. Lysiane ne lui a jamais parlé de rupture. Bien au contraire, il parlait de monter une affaire ensemble en Savoie. Ils auraient donc des projets à deux. Il précise aussi que Lysiane n'est jamais venue chez lui, dans son mobil-home. Cet élément, vous le verrez, a son importance dans la suite de l'enquête. Résumons. Le dimanche 11 octobre 2015, vers 15h, les enquêteurs perdent la trace de Lysiane. Ils en ont la preuve. Lysiane ne répond pas à l'appel d'un ami reçu à 15h57, ni au SMS d'une copine reçu à 16h19. Le lendemain, le lundi, à partir de 8h40, tous les appels basculent vers sa messagerie. On ne retrouvera jamais le téléphone de Lysiane, ni même son ordinateur portable, qui aurait pu révéler des indices précieux. À 10h, le lundi 12 octobre, Lysiane avait pris rendez-vous avec des ouvriers pour une réparation chez elle. Ils ne trouveront personne. Ce même jour, son fils aîné Jordan passe déposer des cartons dans la maison. Il croit que sa mère se repose. Il n'ose pas la déranger et repart. Il ne faut pas longtemps aux enquêteurs pour déterminer que Guilain est la dernière personne à avoir vu Lysiane le dimanche 11 octobre 2015. Qu'est-il arrivé ensuite ? Pourquoi le bouquiniste n'évoque pas la rupture alors que tous les proches de Lysiane assurent le contraire ? Que cache-t-il ? À la gendarmerie, Jordan raconte que le samedi, avant que sa mère parte pour rejoindre Guilain, elle lui a dit « J'en ai marre, il est collant ». Jordan raconte que sa mère ne supportait plus cette situation et voulait le quitter. La sœur de Lysiane se souvient que quelques semaines avant de disparaître au mois de septembre, Lysiane lui avait dit « Ça ne va pas le faire avec Guilain ». Guilain est possessif, jaloux. Lysiane ne le supporte pas. Outre les témoignages, un élément matériel conforte cette thèse de la rupture. L'exploitation de la facture détaillée de Guilain montre des appels réguliers avec Lysiane sur une période qui va du 13 juillet 2015, le début de leur relation, au 30 septembre 2015. Mais ensuite, les appels deviennent ponctuels avec seulement 5 échanges, tous émis par Guilain.
Alors, abandonné par Lysiane et ne supportant pas qu'elle le quitte, Guilain s'en est-il pris à elle? Il le nie, mais des indices vont conforter les gendarmes dans cette hypothèse. Les gendarmes s'intéressent à son passé. Ses anciennes compagnes s'accordent à dire qu'il est possessif et jaloux. Mais violent, l'a-t-il déjà été? Oui, avec sa première femme, avec laquelle il est resté 20 ans. Il l'a menacée de mort à plusieurs reprises. Sa fille raconte même qu'il avait menacé de tuer sa mère si elle le quittait. Il l'avait suivie dans la maison, armé d'un coupe-chou, un rasoir. À ce trait de caractère s'ajoutent d'autres indices. Juste après son audition, Guilain prend la fuite. Le terme de cavale, il ne l'assume pas. Mais comment qualifier autrement la fuite d'un homme, témoin dans une affaire criminelle, dont la compagne qu'il dit aimer disparaît et qui devient soudain injoignable? Le parquet délivre un mandat de recherche contre lui. Il est en fuite et les preuves s'accumulent. Lorsqu'ils l'ont entendu, le 13 octobre 2015, les gendarmes ont perquisitionné sa voiture. Ils ont retrouvé à l'intérieur, sur le tableau de bord, un ticket d'achat daté du 9 octobre 2015. Sur ce ticket, il y a inscrit un achat de 35 kg de chaux blanche et de 40 kg de ciment. C'est connu, ces matériaux permettent de bloquer les odeurs de putréfaction d'un corps. Puis dans son mobil-home, il découvre une corde avec des traces rougeâtres. 2 jours plus tard, la police technique et scientifique revient. Le Blue Star met en évidence des traces de sang dans le mobil-home. Plus tard, les analyses mettent en évidence du sang dont l'ADN correspond au profil génétique de Lysiane, sur 2 cordes, sur le couvercle d'une caisse à outils et sur le soubassement de la porte d'entrée du mobil-home. Il y a aussi du sang sur un jean. Enfin, on en retrouve sur une scie de boucher. Souvenez-vous, lors de son audition, Guilain avait précisé que Lysiane n'était jamais venue chez lui. Ces indices semblent prouver le contraire. Mais les enquêteurs sont confrontés à un problème. Guilain s'est enfui. À force d'écoute, ils finissent par le loger en banlieue parisienne. Le 25 octobre 2015, 12 jours après le début de l'enquête, Guilain est interpellé. Un hélicoptère le ramène aussitôt sur l'île d'Oléron. Sa garde à vue commence. Guilain explique ne plus avoir revu Lysiane depuis sa visite chez elle, le dimanche 11 octobre vers 15h. Il le répète, elle ne voulait pas rompre, il ne l'a pas tuée. Mais alors ce sang retrouvé chez lui. Guilain a une explication. Il s'est trompé, ça y est, il s'en souvient. En fait, Lysiane est venue chez lui au mois de septembre. Cette fois-là, ils ont eu une relation sexuelle sur le sol du mobil-home. Il l'aurait attachée avec les cordes. Elle aurait saigné à cause de ses règles. Mais problème, après vérification, le dossier médical de Lysiane affirme qu'elle était ménopausée. Quant aux sacs de ciment et de chaux, Guilain dit les avoir achetés pour monter des briques chez des amis. D'ailleurs, il a apporté les sacs chez eux le lundi matin, le 12 octobre. Mais il ne donnera jamais le nom de ces personnes, et ces personnes ne se manifesteront jamais. Guilain est mis en examen pour meurtre et incarcéré. Dans cette enquête, il manque bien entendu le corps de Lysiane. Il n'y a pas non plus de témoins. Pas de corps, pas de scène de crime, pas d'arme du crime, répète l'avocat de Guilain pour sa défense. C'est bien vrai. Mais lors du procès, la famille de Lysiane, convaincue de sa culpabilité,
espère une chose, qu'il craque et qu'il dise où est le corps. Le procès s'ouvre le 17 octobre 2018 à Saintes, en Charente-Maritime, à 50 km de l'île d'Oléron. Le message de la famille est clair, ils veulent retrouver Lisiane. À la barre, Jordan, le fils aîné, demande à l'accusé « Je veux savoir où vous avez mis ma mère pour que je puisse me recueillir avec ma fille et ma famille. Rendez-nous ma mère. » Guillain lui répond « Je ne peux rien vous dire. » À ce moment-là, dans la salle silencieuse, une voix de femme s'élève soudain. C'est la fille de Guillain qui lui crie « Mais tu vas la dire, la vérité ?» Guillain ne répond rien. Juste avant, au fils cadet de Lisiane, Guillain avait répondu « Je n'ai jamais tué personne de ma vie. C'est un très grand malheur pour tout le monde, mais je ne sais pas ce qu'elle est devenue. » Malgré ces dénégations, le 19 octobre 2015, Guillain est condamné à 30 ans de prison pour le meurtre de Lisiane. La cour d'assises ne reconnaît pas la préméditation. Il annonce tout de suite qu'il fait appel. Les mois passent et la nouvelle tombe. Il n'y aura pas de second procès. Guillain s'est finalement désisté de son appel. Désormais, l'affaire est terminée. Mais pourra-t-elle trouver un jour son épilogue avec la découverte du corps de Lisiane ? Des témoignages, même tardifs, pourraient-ils permettre d'y parvenir ? J'ai posé la question à Maître Tesser, l'avocate de la famille de Lisiane. Qu'est-ce qui se passerait si vous recevez un témoignage, par exemple, donnant des indications sur le lieu où serait enterré le corps ? Bonjour, oui, effectivement, sur un témoignage qui serait estimé comme étant crédible, c'est-à-dire en ayant vérifié quand même la crédibilité de ce témoignage, sur réquisition du procureur de la République, puisque concrètement, l'affaire est terminée, elle est close par le désistement de l'appel, mais sur survenance de ce qu'on appelle un élément nouveau, je pourrais me tourner vers le procureur de la République pour lui soumettre ce témoignage afin qu'il puisse diligenter des recherches. Alors concrètement, ça ne veut pas dire qu'on réouvre entre guillemets le dossier tel qu'il a été jugé, puisque l'arrêt de la cour d'assises est maintenant définitif, mais ça permet sur la base d'un témoignage d'effectuer des recherches. Alors c'est vrai que la spécificité, on va dire, de cette affaire, c'est qu'on l'a dit, elle est définitivement jugée, mais malheureusement la famille que vous représentez n'a pas eu de réponse justement sur l'endroit où se trouverait le corps de Lisiane. Ça, c'est quelque chose qui pour eux est inadmissible aujourd'hui de ne pas savoir. Alors en fait, c'est exactement ce que vous indiquez. Elle a pour la famille ce qui est une douleur supplémentaire et qui est, je dirais, comme une plaie ouverte, c'est que le condamné aujourd'hui, qui est condamné définitivement à 30 ans de réclusion criminelle, n'a jamais donné la moindre indication, au moins indication claire. Il faut pouvoir lire entre les lignes, mais c'est pas suffisant pour pouvoir retrouver le corps de Lisiane. Donc il y a toujours ce questionnement, et il est vrai que à la connaissance de ce que le condamné ait renoncé définitivement à ses appels a fait que la famille a vécu un petit peu comme un nouvel, c'était un peu la seconde peine pour eux, c'est-à-dire une espèce d'effondrement psychique qui a fait que ils ont imaginé que définitivement il ne saurait jamais ce qui a pu où est enterré, je dis enterré, mais où est le corps de leur fille, de leur mère, de leur sœur. Et ça a été vécu de façon terrible, parce que humainement, à partir du moment où un dossier n'est pas clôturé juridiquement, je dirais, ou judiciairement,
Oui. Il y a toujours l'espoir de ce que le responsable parle. Bon, il est en détention, il peut parler, il peut lui-même faire des révélations d'ailleurs. Le témoignage qui peut être apporté peut être un témoignage extérieur, mais si lui-même faisait des révélations, ça permettrait aussi de reprendre évidemment des recherches. Mais je suis assez convaincu que malheureusement, il ne se livre pas à ce genre de révélations. Pour la famille, c'est toujours une quête, une recherche, et c'est pour cette raison que tout témoignage est examiné de toute façon avec sérieux et après peut aboutir effectivement à des recherches. Et comment on peut expliquer justement que cet homme qui justement a été condamné, on peut dire quand même à une lourde peine, hein, c'est 30 ans de prison, il ne parle pas, j'allais dire, ça changerait rien pour lui de dire où est le corps, puisqu'il est condamné, il peut pas être recondamné. Absolument. Alors évidemment, moi je suis dans la limite de de mon exercice, de ma fonction. Je suis avocat, je suis pas psychologue. Oui. Ce que l'on peut quand même et ce que l'on a pu constater au cours de la procédure et du procès d'assises sur 3 jours, c'est qu'on a quelqu'un qui certainement est enfermé dans un déni, de ce que les psychologues appellent le déni, un déni qui le pousse en fait à ne pas pouvoir reconnaître la cruauté certainement de ce qu'il a fait. Il l'a déclaré, c'est pas une projection de ma part, il l'a déclaré en tout début lorsqu'il a été interpellé lors de sa première garde à vue. Il avait indiqué, et ça je me rappelle très bien, parce que c'est quelque chose qui quand même est marquant. Si je disais ce que j'ai fait, on me prendrait pour un monstre. Et donc à partir de là, un phénomène psychologique et encore une fois bien connu, le déni, c'est quelque chose qui s'impose aux gens, c'est pas forcément un choix. Alors je suis dans une hypothèse encore une fois, mais fait que il y a l'abstraction de tout ce qui a pu se passer. C'est vrai que parler permettrait de délivrer la famille, c'est une évidence, et peut-être parce qu'il faut comprendre aussi qu'il est sous le régime d'une condamnation. Tout n'est pas fermé en termes de droit. Il peut demander des aménagements de sa peine, qui sont complexes. Je ne vais pas vous faire un cours de procédure pénale, mais il y a une possibilité, elle est un peu lointaine, puisque il y a une période de sûreté qui est imposée, qui est de 15 ans en l'occurrence, mais il pourrait aussi, dans cet esprit de préparer quelque chose pour l'aménagement de sa peine, être amené à parler. Ça serait si vous voulez, au-delà de l'altruisme, ça serait son intérêt, peut-être. Et ça, en l'état, il n'y accepte pas. Mais je n'ai pas d'autre explication. Et du coup, on disait tout à l'heure qu'il s'était, lui, désisté de son appel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, de manière simple, alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors ça veut dire que on retire son recours, en fait. Ça c'est simple. Tant qu'une affaire n'est pas jugée, quelle qu'elle soit, devant une cour d'appel, puisque que ce soit une cour d'assises d'appel ou devant une autre juridiction d'appel, il y a toujours une possibilité de retirer son recours. Ce qui a été un peu particulier encore une fois dans ce dossier qui reste hors norme de tout point de vue, c'est que ce désistement est intervenu très tardivement, c'est-à-dire quasiment 1 an après. En général, un désistement se fait assez rapidement. Oui. On inscrit un appel parce qu'il y a un délai. Vous savez qu'il y a des délais, on peut pas le faire. C'est un délai de 10 jours, c'est ça. Mais... Voilà, c'est ça. Il y a un délai qui est très bref, donc très souvent l'appel est fait pour préserver un petit peu les intérêts, pour au contraire se laisser le temps d'apprécier l'opportunité de ce recours. Et j'avais étudié cette question avec mes clients, je leur avais dit qu'effectivement peut-être que s'il avait inscrit cet appel, c'est qu'il était peut-être décidé à parler, c'est ce qu'ils ont pensé d'ailleurs, et c'était légitime de le penser. Oui. Or, ayant attendu tous ces mois, on pensait que ça allait ouvrir vers cet espoir de ce qu'il parle, enfin, je puis dire. Et en réalité, ça n'a pas été le cas. Et donc, ça a été vécu de façon vraiment très très violente par mes clients, en particulier les parents de Lisiane qui ont sombré dans une quasi-dépression. Il faut savoir que chaque membre de la famille a à nouveau subi, je dirais, c'était un petit peu comme une deuxième mort de leur fille. Parce qu'en réalité, ils ont eu l'impression que toutes les portes se fermaient à nouveau et qu'ils ne sauraient pas. Et ça, c'est dû, je pense, à ce délai très long entre l'inscription de l'appel et ce désistement qui finalement est intervenu de façon surprenante, parce qu'on n'a pas évidemment été avisé avant, mais on a été avisé de façon très administrative, je dirais.
Et c'est vrai, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que lors du procès, donc qui a eu lieu à Saintes en octobre 2018, la position de, on va l'appeler de Guillain, était celle de nier. Ce qui aurait été cohérent dans cette logique d'un appel, c'était qu'il fasse avancer les choses et qu'il puisse faire des révélations. Et finalement, il s'est ravisé. Alors je ne sais pas si son intention première, si son appel, c'était dans sa logique, je le pense. Sa logique à lui, c'est j'ai rien fait, je sais pas ce qui s'est passé, donc si je suis innocent, forcément je fais appel. Après, compte tenu des charges évidemment qui étaient contre lui, là, qui sont des charges palpables, hein, il y a eu des éléments qui ont été produits, les preuves qui ont été produites, je pense aux cordes, je pense évidemment traces de sang, traces d'ADN, etc., qui ont été retrouvées sur ses vêtements, dans sa fourgonnette. Bon, là. L'appel ne pouvait plus être envisagé s'il ne passait pas en révélation. Or, techniquement, dans ce dossier, il faut bien dire que la peine qui a été prononcée est très lourde, vous l'avez dit, mais elle pouvait être encore aggravée par une cour d'assises. Elle pouvait être aggravée quant à la période de sûreté, par exemple. Elle pouvait être aggravée sur la qualification, puisqu'il a été condamné, mais pas sur assassinat. La préméditation n'a pas été retenue. Donc il y avait véritablement pour lui un enjeu, c'est-à-dire que si on revenait avec le dossier tel qu'il était en l'état, et sans aveu de sa part, et au moins pour retrouver le corps, c'était des éléments qui étaient plutôt négatifs. Donc pour lui. Donc c'est vrai que sur cet ensemble de choses, dans la mesure où il change pas sa défense et son système de défense, l'appel devenait pour lui beaucoup plus risqué. Et je pense que c'est ce calcul-là qu'il a fait en se désistant. Il n'a jamais, à un moment donné, pensé à la famille de la victime. Jamais. Et vous pensez que on connaîtra un jour la vérité dans cette affaire? Écoutez, moi je garde toujours espoir, hein, sinon j'arrêterai ce métier qui est plus qu'un métier, qui est une vocation pour moi. Mais je pense à cette affaire d'Estelle Mougin toute récente, où on s'aperçoit que des années après, la vérité finit par être sue. Donc là, ce qui me presse plus, c'est que les parents de la victime n'ont pas 10 ans devant eux, n'ont pas 15 ans devant eux. Donc je veux dire, et je pense que pour eux, il y a plus d'urgence, et que chacun vit quotidiennement ce drame. Il y a la perte immédiate, il y a les conditions dramatiques de la perte, et il y a surtout ce manquement de ne pas pouvoir aller au bout de son deuil et finir son deuil en donnant une sépulture à leur fille. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est comme une plaie ouverte, vraiment, et qui fait que pour eux, rien n'est fini en réalité. Et la condamnation définitive ne met pas un point final. Les témoignages peuvent arriver tardivement. On l'a vu avec un témoin qui quand même a été qui a été important, puisque ça a permis de un petit peu resserrer la période de temps durant laquelle Lydiane, pour situer, si vous voulez, le moment où elle a pu être tuée. Et c'était un technicien qui avait rendez-vous chez elle, le lundi matin, qui en fait, et pourtant qui est quelqu'un d'île de Léron, est passé à côté. Elle est passée à côté, n'a pas eu le souvenir immédiat de son dévot, puisqu'il s'est manifesté quasiment un an après. Donc pour dire aussi que les personnes de très bonne foi peuvent ne pas faire le lien immédiatement, et que les choses peuvent arriver des années après, des témoignages peuvent arriver parce que vous en faites l'écho, un article de presse, une émission, un podcast, quelque chose qui va réveiller un souvenir. Donc il n'est jamais trop tard. Il faut mieux se manifester et dire les choses telles qu'on peut en avoir le souvenir, si on a quelque chose d'assez précis, plutôt que de rester avec avec ce souvenir non exploité, si je peux dire. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que tout à l'heure, on parlait des recherches qui peuvent être conduites suite à un témoignage. J'allais vous demander si jamais, j'ai posé la question à la famille aussi de savoir s'ils pouvaient engager des recherches, je sais pas, par exemple avec un détective privé, ou est-ce que ça serait possible?
C'est-à-dire que de leur initiative, on puisse lancer des recherches quelque part. Alors ça pourrait être possible techniquement, mais pour aller à la recherche de témoignages, par exemple. Oui, voilà. En revanche, tout ce qui serait après de l'ordre de la recherche physique pratique, là, je les dissuade totalement de le faire par eux-mêmes. Ça, oui. Je n'ai cessé de leur dire, pour ne pas justement gâcher les chances de trouver quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, même quelqu'un de très bonne volonté peut complètement, si vous voulez, gâcher une scène de un endroit où il y a pu y avoir quelque chose, parce que les recherches se font de façon aujourd'hui scientifique, d'autant qu'on est avec un délai quand même qui est important, donc pour éviter justement de détruire au contraire des preuves plutôt que de les mettre à jour. Donc là c'est vrai qu'après nous ne sommes jamais orientés sur ce type de recherche et je dois reconnaître que la collaboration avec le parquet notamment ou avec la gendarmerie de la part de la famille a toujours été complète et pour justement éviter d'être au contraire complètement contre-productif et d'arriver à détruire plutôt que de retrouver. Mais c'est vrai que souvent les personnes s'adressent plutôt à mon cabinet parce que plus facile de retrouver et ça permet de faire les choses plutôt posément et d'autant qu'on n'a pas de précipitation à avoir et que il faut surtout pas altérer, si vous voulez, la moindre piste qui pourrait donner des indices fiables. Ben écoutez, en tout cas, merci de m'avoir répondu. Je vous en prie, j'espère que simplement nous arriverons un jour à trouver, à avoir, si je puis dire, la possibilité enfin de donner une sépulture à cette victime qui reste aujourd'hui non retrouvée. Lors du procès, j'ai rencontré Jordan, le fils de Lisiane, et Dominique, son ex-mari. Quelques semaines plus tard, je les ai interrogés dans le cadre d'un reportage télé sur toute l'affaire. Depuis notre dernière rencontre, j'ai voulu savoir comment ils vivaient la situation, eux qui s'attendaient, lorsque je les ai quittés, à vivre un second procès. Pour moi, c'est encore une preuve de plus, quoi, hein, qu'il a pas voulu se confronter à ça, quoi, hein, de toute façon déjà. Et puis il aurait fallu encore qu'il s'explique et donc voilà. Après, voilà, hein, voilà ce que j'en pense. Hein. C'est encore une preuve de plus, quoi. Puis on voulait le reconfronter, quoi, hein, pour essayer de le faire parler, quoi, hein, c'est tout, quoi. C'est un sentiment encore partagé, hein, de toute façon. Voilà, c'est. D'un côté, on est un peu frustré parce qu'on s'attendait à ce que le revoir, on s'y était préparé, voilà. Côté, on est aussi content parce que ça veut dire qu'il assume entre guillemets, mais bon, ça veut bien dire que c'est lui, hein, donc parce que là, il part pour 30 ans, donc c'est quand même pas une paille, hein, donc voilà. Après, il fera. Enfin, voilà, donc c'est un sentiment un peu partagé. Parce que toi, t'aurais aimé essayer comme au premier procès en gros, de le faire craquer, quoi, de savoir. Non, parce que moi, je pense que j'y arriverai jamais. Donc pas forcément moi, mais encore la pression de la justice, parce que quand même ils ont pas été très avec lui, mais d'ailleurs heureusement. Donc ils l'ont bien quand même poussé dans ses retranchements. On a bien vu. Que ce fameux jeudi, le jeudi, le deuxième jour du procès, il en avait marre et que c'était lourd pour lui. Je pense que ça serait duré encore un peu plus longtemps. Je pense que peut-être qu'à la fin, on aurait peut-être dû avoir quelques aveux. Après, je sais pas, je suis pas dans sa tête. Voilà, c'est toujours pareil. Et j'ai l'impression quand même que le fait qu'il ait été condamné à cette peine, qui est quand même, on peut dire, lourde, c'est 30 ans de prison, ça t'a quand même soulagé, non ? Oui, même si la plupart de ma famille c'est pas qu'ils se satisfassent pas de ça, mais pour eux pour moi effectivement ça m'a fait du bien. Voilà, quand j'ai entendu 30 ans, au début, quand ils ont dit la préméditation qu'elle n'était pas retenue, là j'ai eu une grosse montée, là j'ai eu très peur. Quand j'ai entendu 30 ans après, j'étais soulagé. Hein. J'ai même serré la main à mon père très fort, on se tenait la main à ce moment-là. Voilà, c'était
pour moi, ça m'a soulagé. Enfin voilà, ils voient bien qu'il y a un problème et qu'elle a pas pu disparaître de elle-même comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible, ça, c'est sûr et certain. Donc ça, ils nous ont cru quelque part. Voilà, donc c'est quelque part une satisfaction. Oui, pour moi, j'ai gagné. Pour moi, j'ai gagné. C'est toujours pareil. Quand on y va puis qu'on est serein, quand on n'est pas en tort, on n'a pas peur. C'est pour moi qu'il a eu peur. Là, il a eu peur d'affronter la cour d'assises, quoi. Hein. Parce qu'il savait très bien qu'il allait encore être confronté et quel moyen de défense il pouvait utiliser, il en avait pas, parce que s'il en avait eu, il les aurait utilisés tout de suite à Saintes, enfin aux assises. Il pouvait rien faire, à part parler, c'est tout ce qu'il peut faire. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un d'impliqué, hein, et peut-être qu'il y a quelque chose comme ça qui veut pas parler, quoi. Avec le recul, pour moi, il y a quelqu'un qui sait quelque chose. Moi, je suis persuadé qu'il y a quelqu'un qui l'a aidé à la faire disparaître. Avec lui. Il y a quelqu'un qui sait quelque chose. Ça, j'en suis, plus ça va, plus j'en suis convaincu, quoi. Je veux dire, plus ça va et quelque chose qui est tous les jours, qui est dans ma tête et voilà. Il aurait parlé, il aurait certainement diminué sa peine. Ça avait été dit quand même, c'est quand même le jour des assises. Enfin bon, ça c'est pas trop su parce que c'est plus ou moins interdit, mais enfin, toutes ses sœurs étaient descendues le voir, dans la cellule, enfin entre deux séances aux assises, pour lui dire écoute, parle, ça sert à rien, et bon, rien à y faire, donc il y a quelque chose. Bien sûr, même si le temps passe, Jordan et Dominique espèrent toujours pouvoir offrir une sépulture à Lisiane, un lieu de recueillement qui leur manque cruellement. On espérera toute notre vie, de toute façon, même si à un moment donné il faut se faire une raison, on espère toujours, voilà. Donc on espère toujours. Après, de toute façon, il va pouvoir commencer à faire des demandes de liberté au bout de 15 ans. Donc on en reviendra toujours au même. Je pense que quand il va demander des familles en liberté, il va passer devant des juges et tout ça, qui vont lui demander, d'accord, mais où est Lisiane ? Donc à un moment donné, de toute façon, je pense que, je sais pas, mais s'il veut vraiment se mettre de prison, je pense qu'il faudra qu'il le dise un jour ou l'autre. De toute façon, parce que tant qu'il ne le dira pas, il ne sortira pas, de toute façon, ça c'est sûr. Et est-ce que toi, du coup, tu as pensé, par exemple, à lui écrire en prison ? Oui, j'ai pensé à lui écrire. Après, je me pose plusieurs questions. Est-ce que je vais pas le faire jouir, justement ? Et parce que, quelque part, ça, le psychologue me l'a bien expliqué, que, justement, comme il l'avait dit à la juge, c'est son trophée, c'est quelque chose, il nous la cache, il veut la garder pour lui, puis il nous fait du mal, il le sait très bien qu'il nous fait du mal, il est pas con à ce point-là, donc honnêtement, ça servirait à rien que je lui écrive, je pense. C'est pas facile de ne pas savoir, quoi, voilà, de pas savoir où aller, de pas savoir où il, voilà, c'est sûr que c'est lourd, quoi, c'est quand même lourd. On s'y fait pas parce qu'on aura envie de la retrouver pour au moins pour aller se recueillir, on s'y fait pas, c'est quelque chose après on vit au jour le jour, on vit mais on est toujours avec ça quand même dans la tête, tiens, elle est peut-être là, tiens, comment ça se fait qu'il parle pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui sait quelque chose qui peut pas avouer pour mouiller d'autres personnes autour de lui, enfin bon. Plus les années passent et plus ça se tasse, on va dire, même s'il y a toujours des petites piqûres de rappel, les anniversaires de Louise, tout ça, les Noël, les premiers de l'an, enfin tout ça, les fêtes des pères, les fêtes des mères, tout ça, il y a toujours des petites piqûres qui rappellent de toute façon, mais après c'est triste à dire, mais ça, avec le temps, ça se tasse, ça passe. Voilà, donc je te cache pas que quand je regarde des émissions de ce qui nous est arrivé, j'ai pas une larme, mais oui. Bon, voilà, ça, c'est bête à dire, mais au fur et à mesure, tout ça se tasse. Même si j'aimerais vraiment la retrouver et l'enterrer dignement,
pour que je puisse aller me recueillir. Puis voilà, emmener ma fille, lui emmener une gerbe de fleurs. Enfin, c'est juste ça que je demande, moi, en fait, au final. C'est pas... Voilà, moi, sur ce qui s'est passé, je sais ce qui s'est passé. Donc, il a pas besoin, je m'en fous de savoir ce qui s'est passé, mais je veux savoir où aller, quoi. C'est surtout ça. C'est surtout ça, quoi. C'est surtout ça. Dans leur quête de vérité, Jordan et Dominique reçoivent des appels, des messages d'inconnus qui ont eu connaissance de l'affaire et tentent de les mettre sur une piste. Des témoignages, plus ou moins fiables, plus ou moins crédibles, parfois totalement farfelus. Mais certains suscitent aussi de grands espoirs, comme celui de cette femme, une voyante, qui a contacté Jordan depuis les États-Unis. J'ai reçu un coup de téléphone une dame avec qui j'ai gardé contact plusieurs mois, qui vivait aux États-Unis. Et en fait, cette dame aux États-Unis apparemment ma mère serait venue lui parler dans la nuit. Voilà, donc, mais elle avait pas assez d'énergie. C'est ce qu'elle m'explique. C'est ce qu'elle m'expliquait. Donc bon, c'est un peu chelou. Je t'avoue, je crois un peu au paranormal, mais bon là c'était quand même très bizarre. On s'est contacté par Facebook, je l'ai rappelé. Effectivement, c'était bien un numéro aux États-Unis. C'était au Kentucky, c'était marqué sur mon téléphone. Ouais. On a fait donc là au téléphone, elle m'a raconté des trucs absolument vrai sur moi, mais des choses qui remontaient quand j'étais tout petit. C'est une dame, ça fait 10 ans qu'elle vit aux États-Unis. Elle me dit, si des fois j'ai raison qu'on la retrouve, je veux pas de sous, je veux rien de ta part. Elle m'a dit, la seule chose que je veux, si on la retrouve, c'est que vous veniez me voir aux États-Unis. C'est la seule chose qu'elle m'a demandé. Donc quelque part, si tu veux, j'ai accroché un peu, quoi. Donc je me suis un peu plus intéressé. Elle a commencé à me ressortir mon doudou quand j'étais tout petit. Mon doudou, le surnom de mon frère que ma mère appelait mon frère Titi, donc ça me l'a ressorti. Des trucs, je vois pas comment elle aurait pu le savoir. Donc j'ai un peu plus accroché. Un truc de fou. Elle m'a dit, moi je la vois dans une maison avec une boîte aux lettres en fer verte, avec un portail fermé avec une chaîne et tout. La nana, elle est aux États-Unis. Elle est aux États-Unis. Elle me décrit toute la maison. Elle me dit, c'est un grand village. Va là-bas et tout. Je vais là-bas. Je te jure, Nathalie. Et là, j'ai chopé je pense que j'ai jamais autant chopé de frissons de ma vie comme ça. Je retrouve exactement la maison avec les inscriptions qu'elle me disait, pas forcément dans le bon ordre, mais les inscriptions, la boîte aux lettres, pareil, avec le numéro qu'elle me disait et tout ça. Là, avec mon père, le cadenas, le portail fermé avec le cadenas. J'ai regardé sur Google Maps, il y a tellement d'arbres que tu ne peux pas voir. Je retrouve tout, mais là j'ai été direct. Là, j'ai appelé l'avocate, j'ai tout expliqué à l'avocate. J'ai été à la gendarmerie, j'ai tout expliqué à la gendarmerie. Nous, avec mon père, ce jour-là, on est rentré sur le terrain, et là je marche sur des trucs qui me semblaient bien mous. En dessous de moi, on commence à creuser et tout. On tombe sur des gravats et tout ça, mais des trucs, des trucs invraisemblables. C'est elle qui a été toujours c'est elle qui a été le plus proche. Je vais pas dire de la vérité, mais elle nous a donné des informations impressionnantes. Il y a même pas plus tard qu'il y a 15 jours, moi j'ai reçu un courrier personnel, quoi. Une dame qui parle de nous, qui parle que c'est une affaire émouvante, que ça, comment ça se fait qu'il parle pas, mais une dame que je connais pas, que j'ai jamais vue, et qui cherche même à me rencontrer, quoi. Une chose est sûre, Jordan et Dominique et les autres proches de Lisiane ont toujours cet espoir que quelqu'un parle, peut-être un jour. Toi, tu crois qu'aujourd'hui, ça serait par le biais d'un témoignage qu'on arriverait à savoir où elle est, quoi, un témoignage de quelqu'un? Non, je pense pas. Non, je pense moi, si on arrive à savoir, ça sera que par lui-même. À chaque fois qu'on part, comme ça, qu'on relance le truc, on sait très bien que derrière, il va y avoir des choses, quoi. Après, c'est normal, quoi. Enfin, pour moi, au jour d'aujourd'hui, il me reste que ça, Il reste que ça. Pour nous, il reste que ça. Il reste que vous, quoi, en fin de compte, Il y a que vous, que ça peut relancer des choses, mais c'est compliqué. Tous les jours, il y a des flashs. C'est les enfants, c'est un courrier, c'est des choses. C'est pas terminé, quoi. C'est pas fini, quoi. Ça sera jamais fini, de toute façon. Je pense que ça ne sera jamais terminé. C'était Homicide, un podcast écrit et raconté par Nathalie Mazier,
produit par Martin Gamara pour Micro Stockholm. Musique originale par Max Besnard. Un immense merci à lui. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires ou suggestions sur Twitter ou Facebook, ou encore par email sur contact@microstockholm.fr. Et si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Apple Podcast. À bientôt pour un prochain numéro.